Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous commençons par des nouvelles sur la COP 21. Après 2 semaines d'épuisantes négociations à la conférence sur les changements climatiques à Paris, la France a présenté le texte final de l'accord qui devra encore être revu et adopté par les ministres. Ce texte, qui est nécessairement un texte équilibré, contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles seraient peut-être impossibles à obtenir. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Il est fidèle au mandat de Durban. Il reconnaît la notion de justice climatique et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. L'accord de 31 pages entend contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré Celsius. L'accord rappelle que les parties doivent s'entendre pour atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, reconnaissant par ailleurs que ce pic n'a pas encore été atteint pour les pays en voie de développement. Le texte prévoit également d'allouer 100 milliards de dollars minimum par an aux pays en développement à partir de 2020. L'accord propose un réexamen collectif tous les 5 ans sur les progrès de chaque pays par rapport à leurs propres engagements nationaux. Les ministres des 180 pays membres des Nations Unies se réuniront prochainement pour décider d'adopter ou non le texte final. Le négociateur en chef de la Chine à la COP 21, Xie Zhenhua, a déclaré à la presse que la Chine prenait ce défi du changement climatique comme une occasion de mieux développer l'économie durable de la Chine. La Chine a joué un rôle important pour parvenir à cet accord. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré que le président Xi Jinping et la délégation chinoise avaient fourni une contribution énorme dans l'accord de Paris sur le climat. Cet accord va aider la Chine à avoir à l'avenir un développement vert et faible en carbone. En mettant en place cet accord, la Chine peut faire un pas en avant vers un développement intérieur durable. Le changement climatique devrait être vu comme une occasion et une incitation pour la Chine. Je crois que la Chine va parvenir à un développement durable dans le processus de mise en place, avec les autres pays, l'accord sur le climat. La Russie a annoncé que l'un de ses bâtiments de guerre a été contraint d'effectuer des tirs de sommation dans la mer Égée afin d'éviter une collision avec un navire turc. Le ministre russe de la Défense a convoqué l'attaché militaire turc au sujet de cet incident. Il a expliqué dans un communiqué qu'un bateau de pêche turc avait manqué de répondre au message d'avertissement. Il a finalement changé de trajectoire après que les tirs ont été effectués, mais est tout de même passé à 500 mètres seulement du navire de guerre russe. Cet incident qui a eu lieu dimanche matin a de fortes chances de nourrir les tensions entre la Turquie et la Russie, qui sont déjà vives depuis que la Turquie a abattu un jet russe le mois dernier. Selon l'hebdomadaire britannique Jane's Defence Weekly, la Russie aurait fortement accru ses capacités de bombardement en Syrie. Le magazine britannique affirme que des images de la division Airbus Defence and Space, prises il y a moins d'une semaine, indiquent que Moscou a déployé 4 autres bombardiers Sukhoi Su-34 sur la base aérienne Oumemim dans le gouvernorat syrien de Latakié. L'armée russe a également mobilisé 11 Su-24, des bombardiers tout temps à géométrie variable, 12 avions d'attaque au sol Su-25, 4 avions de chasse Su-30SM ainsi qu'une plateforme de renseignement électronique. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la nation soutient l'armée syrienne libre d'opposition. Le dirigeant s'exprimait à l'occasion de la réunion annuelle avec son ministre de la Défense. Les activités de notre groupe aérien contribuent à unifier les efforts des troupes gouvernementales et de l'armée syrienne libre. À l'heure actuelle, plusieurs de ces unités, regroupant plus de 5000 soldats ainsi que des forces régulières, sont engagées dans des missions de combat contre les terroristes dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Raqqa.
En plus de les soutenir depuis les airs, nous les aidons avec des armes, des munitions et nous leur assurons un soutien matériel. Ce n'est pas la première fois que Moscou déclare aider l'armée syrienne libre dans son combat contre le groupe État islamique. Cependant, les rebelles ont déjà nié avoir quelque accord que ce soit avec le Kremlin. Le porte-parole du département d'État des États-Unis, John Kirby, a quant à lui affirmé qu'il était dans l'impossibilité de confirmer la réalité de ce soutien envers l'armée syrienne libre. Du côté de Moscou, un porte-parole de la présidence a déclaré à la presse que les livraisons d'armes évoquées par le président Vladimir Poutine signifient que la Russie fournit les forces armées syriennes et non celles de l'opposition. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe vient de terminer une visite de 3 jours en Inde. À cette occasion, plusieurs accords d'importance ont été conclus, dont un majeur avec le Japon visant à construire le premier train à grande vitesse de l'Inde. Il s'agit en effet d'un projet convenant à cette nouvelle ère des relations entre le Japon et l'Inde. Nous allons mener entièrement cette coopération, permettant à ce train à grande vitesse de devenir une réalité pour la première fois en Inde, grâce à notre système japonais Shinkansen, et aussi avec un record dont nous sommes fiers, qui est celui de la sécurité et de la ponctualité. Le train à grande vitesse va réduire le temps de trajet entre Mumbai et Ahmedabad de 8 à 2 heures. La construction débutera en 2017 et se terminera en 2023. Le Japon fournira également une enveloppe de 12 milliards de dollars de financement et d'assistance pour ce train. Outre cela, Abe et son homologue indien Narendra Modi ont également convenu d'un protocole d'entente longtemps envisagé sur la technologie nucléaire civile. Le Japon a autrefois rejeté toute coopération nucléaire avec l'Inde, qui n'a pas ratifié le traité international de non-prolifération nucléaire. Les deux dirigeants sont par ailleurs tombés d'accord pour explorer de futurs projets sur les transferts de technologies défensives, dont un avion amphibie US-2 fabriqué au Japon. Ce serait l'une des premières ventes d'armes du Japon depuis qu'Abe a récemment levé l'interdiction de 50 ans sur les exportations d'armes. Dimanche 13 décembre, c'est la journée nationale commémorative du massacre du Nanjing en 1937. Il y a 78 ans, plus de 300 000 Chinois ont été tués de sang-froid dans la ville de Nanjing par des troupes japonaises. Ce matin, une cérémonie du souvenir a été organisée au mémorial des victimes de Nanjing. Le drapeau national a été mis en berne et 1 minute de silence a été respectée. Des milliers de personnes, dont des représentants du gouvernement, des soldats, des anciens combattants et des élèves, étaient présents lors de la cérémonie commémorative qui s'est tenue au mémorial des victimes du massacre de Nanjing. Des soldats ont déposé des couronnes de fleurs devant le principal monument aux morts, tandis qu'une musique solennelle accompagnait leur mouvement. Li Jianguo, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, s'est chargé du discours introductif. Nous rendons hommage aux victimes, nous honorons nos soldats et nous dénonçons les atrocités. Il ne s'agit pas d'entretenir la haine, mais de favoriser l'aspiration du peuple pour la paix et de construire un avenir meilleur. Une déclaration de paix a été lue et la cloche de la paix a retenti. Des dizaines de colombes ont aussi été lâchées. Le massacre est devenu un événement majeur de l'histoire chinoise et il continue jusqu'à aujourd'hui de faire planer une ombre sur les relations sino-japonaises. Li Jianguo a déclaré que la Chine et le Japon doivent contribuer ensemble à la paix mondiale. Nous sommes fermement opposés à toute action dont le but serait d'édulcorer la réalité de l'agression. La Chine et le Japon ont fait de grands progrès dans leurs relations bilatérales depuis la normalisation diplomatique intervenue entre les deux pays en 1972. Les deux pays doivent se référer au principe de la déclaration conjointe Chine-Japon et tirer les leçons de l'histoire tout en se projetant dans l'avenir. Nous continuons de coopérer et de contribuer ensemble à la paix et au développement mondial. Pour marquer l'anniversaire, des cérémonies ont également été organisées sur les lieux des 17 autres fosses communes de Nanjing. Le mémorial de Caen est l'un des musées où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est la mieux présentée. Il s'agit aussi du premier musée d'Europe à raconter l'histoire du massacre de Nanjing.
une ville redressée du feu. Ici, cette ville a subi le combat le plus intense. Après la guerre, 3/4 de cette ville a été rétablie. Bâtiments abîmés, villes désertées, habitants blessés et sans domicile. Pendant la bataille de Normandie entre les mois de juin et août 1944, la douleur de la ville de Caen est réelle et omniprésente. La reconstruction de la ville a pris du temps, plus précisément 20 ans jusqu'en 1963. Caen mérite un hommage à la mesure des souffrances que la ville a subies. C'est la raison pour laquelle le mémorial est également appelé le musée de la paix. Il a été construit en 1988. Après une vingtaine d'années de développement, le mémorial de Caen est aujourd'hui devenu un des meilleurs musées pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son exposition se concentre principalement sur les batailles en Europe. Depuis 8 ans, une partie de l'exposition est consacrée à la guerre sino-japonaise. Le mémorial Gand nous présente la Seconde Guerre mondiale par l'ordre chronologique. Pour nous, ça tout commence par ici. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a envahi la ville de Wanping et provoqué la guerre sino-japonaise. Autour de moi, une équipe d'historiens. Donc nous avons travaillé, évidemment, sur toutes les questions propres à la guerre sino-japonaise et ce qui nous est apparu très important pour le public essentiellement occidental à Caen. Ce sont deux choses, deux événements majeurs, c'est les bombardements de Shanghai et le massacre de Nankin, parce que nous avons considéré que ce massacre était emblématique de la violence terrible de la Seconde Guerre mondiale et emblématique aussi de la manière dont se sont comportées les armées japonaises en Chine. Pendant la visite, une salle d'une quarantaine de mètres carrés est consacrée au massacre de Nankin. Y sont exposées des photos d'archives montrant les exercices de l'armée japonaise à la baïonnette sur des cibles humaines vivantes de Nankin. La ville de Nankin a bien été ravagée, comme celle de Caen en 1944. Parmi tout ce que le mémorial nous montre, les photos, les objets, c'est surtout le film d'un réalisateur français qui a attiré le plus d'attention des visiteurs. L'extrait du documentaire Le Massacre de Nankin est réalisé par le metteur en scène français Michael Prazan en 2007. Ce documentaire témoigne de l'ampleur du massacre de Nankin et de son horreur. Well, I never knew that the Japanese were so cruel. And I never knew that the Japanese did what they did at all. And I feel as though that after seeing that there was some injustices done by the Japanese to the Chinese. It's pretty hard for me to watch that. This is the first evidence I've actually physically seen of this. Yeah, there are some things in the history books about China and Japan fighting, but I've never actually seen footage or film from the actual wars or things that happened like that at all. So it was kind of an eye-opener. 300 000 habitants de Nankin ont été atrocement tués. Il ne s'agit que d'une infime proportion de toutes les victimes chinoises lors de cette guerre. Cette histoire est cependant souvent ignorée. Et mes visiteurs, les visiteurs du mémorial, d'où qu'ils viennent, de Chine ou d'ailleurs, je leur explique ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale a tué entre 60 et 65 millions de personnes dans le monde. Et parmi ces 60-65 millions de personnes, il y a 20 à 25 millions de Chinois. Et donc on ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale si on ne sait pas ce qui s'est passé en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Monsieur Grimaldi est aujourd'hui en coopération avec le mémorial de Nankin. Il aide à faire des recherches et à trouver davantage d'objets à montrer aux visiteurs. Aujourd'hui, à Shanghai comme à Caen, la vie est paisible et tranquille. Seul le mémorial de Caen et celui de Nankin nous rappellent un passé inoubliable. Chaque famille a sa propre histoire de guerre à raconter. Elle est plus ou moins triste, plus ou moins simple, plus ou moins lointaine. C'est ce qu'on appelle la mémoire.
Ce qui est vrai pour une famille est aussi vrai pour un pays. Le groupe Alibaba, le géant chinois de la vente en ligne, vient de racheter le South China Morning Post et tous les actifs de ce groupe. Il s'agit de la première acquisition d'actifs médias hors de Chine continentale pour Alibaba. Cet accord n'est donc pas anodin et reflète bien les ambitions du groupe. Le South China Morning Post existe depuis 112 ans. Bien qu'il soit l'un des principaux journaux en anglais d'Asie, il a récemment souffert, comme le reste de la presse écrite, d'un marché déclinant. Alibaba a déclaré que cette coopération alliera la technologie d'Alibaba à l'excellence éditoriale du groupe SCMP. Les géants souhaitent ainsi aider le journal à entrer dans l'ère digitale afin de permettre aux lecteurs du monde entier d'en apprendre plus sur la Chine. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour une grande partie du lectorat. Je pense que cette acquisition fournira au South China Morning Post le soutien financier, les ressources et l'expérience managériale dont il a besoin. Je suis optimiste. Le South China Morning Post a la réputation d'offrir une couverture objective et juste de l'actualité. Le vice-président du groupe Alibaba, Joseph Tsai, a promis dans une lettre rendue publique que les principes qui ont gouverné jusqu'à présent le journal seront maintenus. Toutefois, certains experts ont émis des doutes à ce sujet. Il faut envoyer ce message au public, car il s'agit du rachat d'un média traditionnel qui a beaucoup d'influence et qui a la confiance du public. Donc si vous voulez préserver cette confiance, cette démarche est nécessaire. Tous les médias sont biaisés et celui-ci reflètera sans aucun doute les intérêts et la perspective de son propriétaire. Mais ce n'est pas là l'avis de tous les lecteurs. La couverture de l'actualité fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des lecteurs. Si la couverture diffère de la réalité, les gens s'en rendent compte. Alibaba veut générer des profits grâce à ce journal. Et je pense qu'ils savent que s'ils perdent l'intégrité éditoriale, ils perdront également la confiance des lecteurs et échoueront. Au cours des dernières années, Alibaba a investi des sommes très importantes dans l'industrie médiatique, dans le site de microblogging Sina Weibo par exemple, ainsi que dans le site de vidéo Youku Todo. Selon M. Liu, le rachat du South China Morning Post marque pour Alibaba une nouvelle étape vers l'accomplissement d'un plan de grande envergure. Alibaba est en train de bâtir un écosystème. Au sein de celui-ci, vous avez des individus. Et ces individus ont besoin de toutes sortes de services, ce qui comprend les services financiers, mais également des services quotidiens tels que les journaux et ainsi de suite. Donc le South China Morning Post enrichit à n'en pas douter le portfolio d'actifs médias d'Alibaba. Le South China Morning Post appartenait jusqu'à présent au groupe malaisien Kerry Media. Selon M. Liu, ses actionnaires ont probablement réalisé des gains substantiels grâce à cette transaction. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV français.